Bonsoir, chef public, et bienvenue au FIF Forum 2025. C'est vraiment magnifique de vous voir si nombreuses et nombreux ce soir. Pour ce dernier rendez-vous avec les forums, en collaboration avec la RTS, on aura le plaisir d'assister à l'enregistrement inédit d'un épisode du podcast Crime Suisse. Je vous souhaite une magnifique soirée et je passe la parole à Julie Vince, productrice du podcast. Merci beaucoup Valentina, bonsoir et bienvenue, je suis bien d'accord avec elle, ça fait très plaisir de vous voir si nombreuses et nombreux, surtout pour un événement audio, un festival de cinéma. On remercie d'ailleurs chaleureusement Thierry Jobin et toute l'équipe du FIF Forum d'accueillir Crime Suisse dans le cadre de la programmation de cette 39e édition. On l'a dit, je m'appelle Julie Vince, je suis productrice du podcast Crime Suisse de la RTS et ce qu'on vous propose ce soir, c'est d'entrer dans les coulisses de l'enregistrement d'un épisode inédit. Un épisode qui portera sur des faits qui se sont déroulés pas loin d'ici, à Romont. Et si je vous dis bière et cyanure, ça devrait certainement parler aux fribourgeoises et fribourgeois qui sont dans la salle. J'entends que ça réagit. J'entends que ça réagit, c'est bien normal. C'est pour ça qu'on a gardé le secret jusqu'ici. Mais de par cette proximité, on vous la dévoile maintenant avant de commencer à la raconter pour que si vous êtes proche de cette affaire, qu'elle vous met mal à l'aise, que vous puissiez sans autre quitter la salle maintenant. On vous promet, on vous en voudra pas du tout. On comprend totalement si c'est le cas. Donc n'hésitez pas à le faire. Vous vous apprêtez donc à assister à l'enregistrement d'un podcast en direct. On va faire presque tout comme on fait à la radio dans nos studios RTS, mais devant vous. Ça implique qu'on va parfois devoir couper, on va devoir répéter, on va devoir se reprendre. Peut-être que je vais intervenir des fois pour dire quelque chose à Antoine. Normalement, on n'a pas autant de perdus qui nous observent quand on enregistre, mais vous faites partie de notre univers ce soir. Donc, il ne faut pas avoir peur non plus d'applaudir, de pousser des cris horrifiés. Parfois, il n'y a aucun souci. On est en direct et c'est bien normal. Par contre, si vous devez quitter la salle, faites-le préférablement si vous pouvez dans des moments où il y a de la musique ou une archive. Comme ça, on entendra le moins possible la porte qui claque quand vous vous en allez. Et puis pour éviter de brouiller nos fréquences, je vais vous demander de mettre vos téléphones sur mode avion si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. On vous invite à un voyage en 3 escales. Il y aura d'abord le récit de l'affaire pendant 45-50 minutes. Puis nous inviterons Marc Boivin, l'un des juges du tribunal cantonal fribourgeois, à nous rejoindre pour une interview d'une quinzaine de minutes. Si vous connaissez ce Crime Suisse, c'est la structure habituelle, vous le savez. Et ce soir, on vous offre une partie bonus, une 3e escale, où vous pourrez poser toutes vos questions sur la fabrication et les coulisses de notre podcast pendant une vingtaine, trentaine de minutes suivant le temps qui nous reste. À partir du moment où je quitterai la scène jusqu'à la fin de la soirée, tout sera enregistré et vous aurez l'occasion d'écouter le résultat dans un épisode qui sera diffusé sur l'application Play RTS dès le 4 avril. Le FIF, quant à lui, filme l'événement, donc vous dire aussi que vous pourrez peut-être être sur les images de cet enregistrement. Il me reste à présent à vous présenter le duo qui va faire de la magie sonore pour vous sur scène ce soir. À la réalisation et à la prise de son, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Hervé Mermillot. Il est la voix et la plume de Crime Suisse. Je vous prie d'accueillir comme il se doit Antoine Drou. Bonsoir, ça va ? Vous avez de la chance. Parce que figurez-vous que Julie l'a dit à l'instant, c'est vrai qu'il n'y a jamais autant de perdus. En fait, il n'y a qu'une seule perdue quand j'enregistre Crime Suisse, une fois tous les 15 jours. C'est la perdue de David Golan. Hein, vous connaissez son nom si vous écoutez le podcast, c'est le réalisateur. C'est la première fois qu'on se livre à cet exercice, enregistrer Crime Suisse en public. Je vous remercie donc d'entrée de jeu de faire preuve de compréhension.
comme vous l'a dit Julie, quand je vais savonner sur des mots, je vais reprendre, parce que l'idée c'est aussi que les gens qui vont écouter le résultat final à partir de la semaine prochaine puissent avoir un résultat le plus propre possible, même si ce ne sera pas exactement comme d'habitude. Donc je vous remercie de cette compréhension-là. Julie l'a dit aussi, vous pouvez réagir. Vous pouvez réagir quand vous voulez, et puis moi je vais vous inviter parfois à réagir, pas souvent, deux ou trois fois, je crois que j'ai noté dans la structure. Je vais vous faire ce geste, je vais vous donner la parole, et j'aimerais qu'à ce moment-là vous vous manifestiez. On va faire un petit essai. À la prise de son ce soir, Hervé Mermillot. Super, on essaye un peu plus fort à la prise de son ce soir, Hervé Mermillot. Super, je vous souhaite une très bonne soirée et puis on se retrouve dans un peu plus d'une heure pour échanger à propos de ce podcast. On va partir dans le noir, on va partir ailleurs et j'espère que, comme moi, vous allez faire un bon voyage. À tout à l'heure. C'est la nuit, tout près de Romont. Il est presque 1h du matin et l'équipe de l'hôpital de Bilance s'abandonne. Les soignants ont compris qu'ils ne peuvent plus rien faire pour sauver l'homme arrivé 45 minutes plus tôt en ambulance. Le médecin a d'abord pensé à un infarctus, mais il y a cette histoire de bouteille de bière ramenée par l'ambulancier. L'homme en a bu, il a dit qu'elle était dégueulasse. Il s'est senti mal juste après, et maintenant, il est mort. Normal. La bière était empoisonnée. Crime suisse. Bonjour, je suis Antoine Drou, et je vous souhaite la bienvenue à Fribourg. Vous l'entendez, nous enregistrons ce nouvel épisode de Crime Suisse en public. Nous sommes au FIF, au Festival international du film de Fribourg, qui met en lumière la thématique meurtre et mystère pour cette édition 2025. Forcément, cet épisode est un peu spécial pour vous qui nous écoutez régulièrement, puisque les conditions d'enregistrement sont un peu spéciales. Mais pour le reste, rien ne change. L'histoire que je vais vous raconter est bel et bien une histoire vraie. Une histoire qui raconte où l'on vit, qui l'on est, d'où l'on vient. C'est une histoire qui nous tend un miroir. Crime suisse, épisode 26, la bière au cyanure de Romont. Au nouveau centre commercial de Bellecroix, à Romont, c'est l'effervescence. Nous sommes le lundi 24 octobre 1988 et l'inauguration est prévue pour le surlendemain. L'événement est d'importance dans le sud du canton de Fribourg, alors que les centres commerciaux de ce genre se multiplient. Outre celui-ci, de la Glane, il y a celui de la Veuvez, également récent. Et puis, il y a ceux d'Atalance et de Bossonnance, qui bientôt vont ouvrir. La concurrence est rude. Non seulement avec les petits commerces locaux, mais aussi avec la Riviera vaudoise voisine. Romont. Une petite communauté de 3500 habitants. Forcément, tout le monde connaît à peu près tout le monde, et quand les habitants parlent, c'est plus souvent entre eux. L'écrivain Luc Dumas dit de sa ville qu'elle est un Mont-Saint-Michel de campagne. Lourd et paresseux, allongé plat ventre dans les champs, une île dont les habitants sont convaincus que leur colline séculaire est le centre du monde. Ici, on aime le secret, on aime le silence, comme lorsque les pleureuses défilent le vendredi saint pour célébrer la passion du Christ. Elles avancent dans les rues médiévales, toutes de noir vêtues avec leurs capuches qui couvrent leur tête et masquent leur visage. Avant le défilé, des ados font résonner leur tapolet
sur les escaliers de la collégiale. C'est Cressel, censé remplacer les cloches, parti à Rome ce week-end-là. Archiverthèse. Les pleureuses de Romont, une tradition qui remonte au XVe siècle, une tradition qui intrigue non seulement par son côté visuel, mais aussi par la dignité et le silence qui l'accompagnent. Je crois que dans la procession, toutes les pleureuses réunies, on fait une équipe et puis on aide tous les gens qui sont autour de nous à prier. J'ai un peu l'impression que je suis plus tellement moi, c'est un peu comme si j'étais dans un autre monde. Je crois qu'on rentre vraiment dans notre rôle de femme de Jérusalem. Un pénitent porte la croix, suivi d'une quinzaine de jeunes femmes vêtues et voilées de noir, avec en tête Marie qui tient le mouchoir blanc. Les autres portent les instruments de la Passion. À Romont, la Coop n'a pas fait les choses à moitié pour son nouveau centre commercial. Une centaine de places de parc sont prêtes à accueillir les voitures dans et autour de ce bâtiment beige et rouge brique. Il y a même un garage et un tunnel de lavage. À l'intérieur, il y a un hypermarché de 1000 mètres carrés et une quinzaine de commerces. Restaurants, opticiens, boutiques de mode, de chaussures, de bijoux fantaisistes et, juste là, à côté de l'entrée, une pharmacie. Ce soir, on y prépare l'ouverture. Il y a sur place Marc F., 42 ans, marié, 3 enfants. À Romont, tout le monde le connaît. C'est un politicien chevronné qui siège au conseil communal et au grand conseil fribourgeois. C'est un promoteur immobilier aussi. D'ailleurs, le nouveau centre commercial a été construit sur un de ses terrains. Dans la presse de l'époque, on le décrit comme un grand seigneur, doté d'une nonchalance aristocratique quand il bouge sa grande carcasse surmontée d'un visage avenant. Mais on le dit aussi parfois autoritaire, arrogant. Cette pharmacie du centre commercial sera sa deuxième officine à Romont. La première, au centre-ville, il en a hérité. Mais il n'a pas obtenu son diplôme de pharmacien. Alors il a pris un associé, qui est aussi sur place, en ce lundi soir. Appelons-le Michel. C'est pas son vrai prénom. Michel a 42 ans aussi. Il est originaire d'un pays du Moyen-Orient. Il a été naturalisé dans les années 70 et en a profité pour adopter un prénom bien de chez nous. Michel est marié à une fribourgeoise, avec qui il a eu 3 enfants. Il les élève dans la foi catholique, même s'il est musulman. Il est élancé et plutôt élégant, avec ses fines lunettes et sa moustache bien taillée. Et puis surtout, Michel est titulaire du diplôme fédéral de pharmacien, lui. C'est pour ça qu'il travaille avec Marc F. L'un a la pharmacie, l'autre a le diplôme pour l'exploiter. Le contrat qui les lie prévoit qu'en cas de décès de l'un, ses héritiers auront l'obligation de vendre leur part aux survivants de l'autre, sauf si l'un des enfants fait des études de pharmacie. Une clause tout à fait banale. Évidemment, au quotidien, tout n'est pas toujours facile pour Michel qui touille les pommades et mélange les préparations, pendant que le politicien serre des mains et va de séance en séance. Psychologiquement, c'est dur parfois pour lui. Surtout qu'ils touchent les deux le même salaire. Ils se sont octroyés 12 000 francs mensuels chacun. Leur fiduciaire leur a bien fait remarquer, bon, c'est quand même un peu beaucoup, les gars. Mais les deux cadras ont fait la sourde oreille. Bon, faut dire que les affaires vont plutôt bien, hein. Preuve en est cette deuxième pharmacie sur le point d'ouvrir. Pour la gérer, les deux associés ont engagé un jeune pharmacien. Il est là, ce soir, avec sa compagne, elle aussi du métier, pour finir de tout installer. Il faut monter les présentoirs, mettre ici les pastilles contre la toux, prévoir là de la place pour les aspirines. Vers 20h30, 21h, Marc F., Michel, le gérant et son ami boivent un café ensemble. L'ambiance est joyeuse. On rigole, on se charrie, alors qu'à l'entrée, 2 ouvriers installent une porte automatique. Marc, qui fume cigarette sur cigarette, plaisante aussi avec un ami à lui, qui est en train d'installer un gigantesque vitrail dans le hall d'entrée. C'est vrai qu'à Romont, connu pour son fameux
C'est vrai qu'à Romont, connu pour son fameux musée du vitrail, une telle œuvre a toute sa place, même dans un centre commercial. Elle est composée de 5 fenêtres d'1,30 m de large sur 3,30 m de haut. Et elle est signée par l'artiste glanois André Sugneau, que l'on entend en 1983 dans cette archive radio de la RTS. Monsieur André Sugneau, vous êtes vous alors artiste peintre? Oui, artiste peintre. Vous avez, je crois, travaillé à Paris. Oui, j'ai fait des études que je viens de terminer, spécialement sur le vitrail et sur l'histoire de l'art en général à l'école du Louvre et sur le dessin morphologique, l'Académie Jean Berthold, l'Académie Saint-Roch. Est-ce que vous avez exposé ici même, chez vous, à Bilens? Non, pas à Bilens, mais à Romont. Oh, c'est la même chose, quoi. Oui, c'est la même chose. À Romont plusieurs fois, oui. Donc vous êtes en quelque sorte prophète en votre pays, ce qui est assez important car souvent il faut passer précisément par Paris ou par ailleurs pour être reconnu chez soi. C'est sûr, je suis très soutenu dans la région. Eh bien, ça me fait plaisir de l'entendre. Marc F. aide son ami artiste à orienter les lumières qui vont éclairer le vitrail lors de l'inauguration. Il en profite pour chambrer l'artiste à travers le hall. « Si ce vitrail m'embête tous les jours, je le ferai enlever !» Puis il retourne bosser vers ses 3 collègues. Chacun travaille dans son coin, reprend du café, croque une morse au laboratoire et donne un coup de main aux autres si nécessaire. Mais bientôt, la soirée va prendre une toute autre tournure. À passer 22 heures, Marc F. se met à monter un présentoir. Mais lui, les travaux manuels, ça fait 2. Non seulement il fixe les paniers dans le mauvais sens, mais en plus il force et tord des pièces. Alors le gérant se met en quête d'un outil pour tout redresser. Décidément, la fatigue se fait sentir, tout comme la soif. Et si on se faisait une petite bière? Ça tombe bien. L'épouse de Marc en a amené sur le chantier hier des Cardinal spéciales, bouteilles de 29 centilitres. Il en reste justement 2. Marc s'en prend une et il tend l'autre à Michel par-dessus le comptoir en disant « C'est la dernière bibine ». Les 2 associés boivent quelques gorgées au goulot, puis ils reposent leur binge sur une table encombrée et retournent travailler chacun de leur côté. À passer 23 heures, le poissonnier du sous-sol vient saluer Marc F. Les 2 hommes plaisantent et débattent de la difficulté d'ouvrir un commerce. Puis Marc prend congé et retourne vers son associé parce qu'il a quand même envie de boire encore un coup. Michel lui tend alors une des 2 bouteilles ouvertes précédemment. Marc F. la porte à ses lèvres, boit et dit « Elle est dégueulasse cette bière. Elle pue. Qu'est-ce que vous avez mis dedans ?» Il fait sentir la bouteille à ses collègues. « Oui, c'est vrai. Ça pue. La bière dégage comme une odeur de soufre. » Mais comme l'ambiance est à la rigolade depuis le début de la soirée, le gérant plaisante. « Ça doit être de la colle de menuisier qui est tombée dedans. » On pose les bières et on retourne bosser. Sauf Marc, qui se dirige maintenant vers les toilettes. Quand il revient, il titube, livide, plié en 2. Il se tient au meuble et, quand il s'effondre, le gérant le rattrape de justesse pour qu'il ne s'assomme pas en tombant. Marc est maintenant sur le sol. Il respire fort, il bave. Son corps est tétanisé, tellement que ses collègues n'arrivent même pas à le mettre en position latérale, tandis qu'il perd connaissance. Vite, on appelle les secours. Les minutes s'allongent, interminables. Michel disparaît un instant pour aller se laver les mains. Quand les secours arrivent, il est 23h59.
L'ambulancier demande ce qui s'est passé. La compagne du gérant évoque la bière qui pue, le malaise. Michel va chercher des bouteilles. L'ambulancier les glisse dans sa blouse. Puis on emmène l'homme inconscient à l'hôpital de Bilance. C'est tout près, à même pas 2 kilomètres. À minuit et quart, tout le monde est sur place. Le médecin-chef est arrivé en courant. Il connaît Marc et il sait que le politicien est un homme hyperactif qui fume. Alors il pense d'abord à un infarctus et entame la réanimation. Il s'est passé 15-20 minutes entre le malaise et le début du traitement. Ça pourrait marcher. 3 médecins, 4 infirmières et 2 ambulanciers s'activent. Mais après 45 minutes d'effort, les soignants doivent se résigner. Leur patient est mort. En parlant avec les 3 pharmaciens, le médecin-chef est finalement intrigué par cette histoire de bière dégueulasse que le défunt a bu juste avant de se sentir mal. Il suggère une autopsie. Le cadavre est envoyé à l'Institut de médecine légale de Lausanne, tout comme les 2 bouteilles de bière ramassées sur place. Elles sont scotchées ensemble et refermées avec le même papier adhésif. Quand le jour se lève, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre à Romont, dans la Glane et partout dans le canton de Fribourg. Marc F. est mort d'une crise cardiaque. Un homme qui meurt à seulement 42 ans, c'est choquant, bien sûr, mais ça n'étonne finalement pas grand monde. Tout ce stress, toutes ces bières, toutes ces clopes, ce n'était pas raisonnable. Le lendemain, dans La Liberté, on compte une vingtaine d'avis mortuaires, publiés sur 3 pages pour le seul Marc F. Ses employés, le Parti radical, les autorités communales et cantonales, Coop Molaison, la fête des musiques de la Glane, le comptoir de Romont, les communes du district, celles du canton, et les membres de sa famille, bien sûr. Tout le monde lui rend hommage. Le soir, l'inauguration du centre commercial Bellecroix est endeuillée par la mort brutale de l'une des chevilles ouvrières du projet. Le concert de la fanfare est annulé. L'enterrement a lieu le vendredi et, à peine la cérémonie terminée, un communiqué du juge d'instruction de la Glane donne une toute autre ampleur à ce décès. On y apprend que Marc F. est mort d'un empoisonnement au cyanure. Le lendemain, la nouvelle fait la une partout. La télévision suisse romande dépêche même une journaliste sur place pour un reportage sur Fontenay. Archive RTS. Le communiqué du juge d'instruction annonçant hier que la cause de la mort subite du député radical Marc était un empoisonnement au cyanure a fait l'effet d'une petite bombe à Romont. En effet, personne n'avait été surpris d'apprendre que le député avait succombé à une crise cardiaque. Homme politique engagé, également très occupé dans les affaires et dans diverses sociétés locales, Marc avait sur lui les traces du stress et du surmenage. L'information du juge a donc secoué les Romontois et on peut l'imaginer, aujourd'hui, cette affaire était au centre de beaucoup de conversations et bien sûr de rumeurs. S'agit-il d'un suicide, d'un acte criminel ou tout simplement d'un dramatique accident? Au stade actuel de l'enquête, toutes ces hypothèses sont encore retenues. Et voilà, rapidement, toutes ces hypothèses sont écartées les unes après les autres par le juge d'instruction. Les analyses montrent en effet qu'il n'y avait plus de bière dans la bouteille empoisonnée, mais un fond de liquide transparent, sans doute de l'eau, ainsi que des traces de cyanure. Ce qui laisse penser que la bouteille a été rincée par quelqu'un. Aux yeux de la justice, ce n'était donc finalement ni un suicide, ni un accident, ni un sabotage. L'enquête criminelle commence.
gyrophare, route barrée, journalistes et photographes tenus à distance par la police, tout comme les quelques curieux qui ont fait le déplacement. Nous sommes le 2 novembre 1988, 10 jours après la soirée fatidique, et une première reconstitution est organisée au centre commercial. On aperçoit de loin quelques protagonistes aller et venir. Le gérant, un vigile, les ambulanciers, le poissonnier et bien sûr, Michel, l'associé. Même si la pharmacie en chantier n'était pas spécialement accessible ce soir-là, elle n'était pas non plus spécialement inaccessible, disaient les témoins. Pourtant, la police privilégie d'emblée la piste du huis clos entre Marc F., Michel, le gérant et sa compagne. Et puis se pose aussi rapidement la question du poison. D'où venait-il ? Le cyanure n'est généralement pas stocké par les pharmaciens. Y en avait-il dans la pharmacie du centre-ville ? Pour l'instant, on ne sait pas. Ce que l'on sait en revanche, c'est que ce produit très dangereux et ses dérivés sont souvent utilisés dans l'industrie métallurgique, notamment pour traiter l'or. La réglementation est très stricte. Ce type de substance doit être conservé dans des espaces verrouillés, inaccessibles au personnel non qualifié. Tout vol doit être signalé aux autorités, comme ce fut le cas lors d'un incident survenu au Bois, dans le canton du Jura, en novembre 1987. Ce matin, la police jurassienne n'avait toujours pas retrouvé la trace des 30 flacons de cyanure de cuivre tels que celui-ci, dérobé dans l'usine Rast, une usine spécialisée dans la galvanoplastie, c'est-à-dire le plaquage de l'or sur certaines pièces, notamment des pièces d'horlogerie. Et cela malgré les appels lancés à la population. Le cyanure de cuivre est en effet un poison très dangereux, mortel même en cas d'absorption. Répandu sur le sol, il provoquerait une grave pollution. De l'avis de la police, les cambrioleurs étaient à la recherche de cyanure d'or, des vols semblables ayant été commis récemment dans la région de La Chaux-de-Fonds. Les voleurs se sont introduits dans l'usine par un système de ventilation qui se trouve derrière le bâtiment. Ils ont ensuite forcé l'armoire spéciale renfermant les produits toxiques. Nos Arsène Lupin s'emparant des fameux flacons à couvercle noir contenant au total près de 2,5 kg de la substance mortelle. 2,5 kg. Bon, là on parle d'énormes quantités, alors qu'il suffit de 2 pointes de couteau de poison pour tuer un homme. Après la reconstitution, nouveau coup de tonnerre. Michel est arrêté et placé en détention préventive. La police le soupçonne d'avoir tué son associé en lui donnant une bière empoisonnée. Les enquêteurs veulent des aveux le plus vite possible. Alors ils l'interrogent pendant des heures et des heures. Mais lui ne dévie pas de son premier récit. En tout cas pas pendant les premiers jours de détention. Parce qu'ensuite, le 7 novembre, 5 jours après son arrestation, Michel avoue. Il a échangé sa bière avec celle de son associé Marc parce qu'il avait senti avant tout le monde qu'elle puait. « Je n'ai pensé à rien de spécial, dit-il. Instinctivement, naturellement, j'ai échangé ma bière, par réflexe. » Le suspect explique aussi qu'il a été très troublé après coup. Il a eu le sentiment d'avoir échappé à quelque chose de grave. C'est quand même Marc qui lui a donné cette bière-là en premier, non ? Mais bon, il en a d'abord bu quelques gorgées sans sentir d'odeur particulière, sans avoir de malaise. Donc, la bière était d'abord bonne avant de devenir mauvaise. Oui, c'est ça. Il a pensé que c'était peut-être une farce de son associé. C'est qu'on rigolait bien ce soir-là. Mais quelques jours plus tard, Michel fait un nouvel aveu aux enquêteurs. Il admet s'être lavé les mains en attendant l'ambulance, parce qu'elle puait après avoir touché la bière. De quoi renforcer les soupçons. À part ça, il nie avoir rincé la bouteille. D'ailleurs, il nie y être pour quoi que ce soit dans la mort du député. Les 2 premières semaines de détention sont rudes pour Michel. Pas de promenade, pas de journaux, pas de radio, ni de livres. Ses avocats protestent et obtiennent une sortie quotidienne de 15 minutes, quelques bouquins, du papier, des crayons. Après 5 semaines
Michel peut enfin lire la liberté et écouter la radio grâce à une décision du tribunal cantonal. Pendant ce temps, le juge d'instruction et une dizaine d'inspecteurs de la sûreté se relaient pour cuisiner leurs suspects. Une fois pendant 16 heures d'affilée, une autre fois pendant 19 heures d'affilée, sans arrêt, jusqu'à l'épuisement. Le défenseur de Michel dénonce ses méthodes, tout comme il dénonce les allusions malvenues des enquêteurs à la religion du pharmacien qui est musulman. Le 18 janvier 1989, l'illustré évoque une piste alternative. Selon une commerçante de Romont, le politicien a été victime d'un complot organisé par des promoteurs et un bijoutier. Ils ont voulu se venger d'une transaction immobilière ratée à cause de Marc F. La dame affirme qu'elle est malmenée et intimidée par la police. Une police qui, dit-elle, ne prend pas au sérieux ses affirmations. Mais les forces de l'ordre sont formelles. Les 2 hommes incriminés ont été interrogés et ça n'a rien donné. Cette piste n'est pas valable. Punkt, Schluss. L'enquête continue, avec une nouvelle reconstitution. Le gérant et son ami critiquent à leur tour les enquêteurs. Ils n'auraient pas procédé tout de suite au prélèvement de toutes les traces. Ils n'auraient pas effectué tout de suite les analyses nécessaires, notamment celle de l'eau du lavabo des toilettes. À part ça ? Eh bien, à part ça, il n'y a toujours pas grand-chose de concret à se mettre sous la dent, comme l'explique la journaliste Françoise Chuard dans le journal roman de la TSR, ancêtre de la RTS. Trois mois après l'arrestation du présumé coupable, le juge n'a toujours pas obtenu d'aveu. L'enquête, nous dit-il, avance sans toutefois fournir de nouveaux éléments exceptionnels. Le 17 janvier dernier, une nouvelle reconstitution a eu lieu, cette fois-ci dans le but de confronter les différents acteurs du drame. Résultat, aujourd'hui encore, il y a contradiction concernant les faits et gestes de la victime. Le député Marc s'est-il, oui ou non, rendu au lavabo peu avant de s'écrouler? A-t-il lui-même rincé la bouteille de bière qui contenait le poison? D'où venait-il ce poison? Autant de questions, toujours sans réponse. Du côté de la défense, on se sent un peu en stand-by. Selon elle, aucun élément nouveau ne justifie une prolongation de la détention préventive. Pas de mobile à l'horizon non plus, puisque le contrat passé entre les deux associés donnait la priorité aux intérêts des enfants. Et à propos de pharmacie, pourquoi choisir l'expéditif cyanure alors que les officines regorgent de poisons plus efficaces les uns que les autres et surtout beaucoup plus discrets? Qu'à cela ne tienne, Michel reste enfermé. Il est finalement inculpé de meurtre, éventuellement d'assassinat, en avril 1989. Le procès de Michel s'ouvre à Romont le 19 juin 1989 dans la grande salle de l'hôtel de ville où l'on a apporté les chaises Louis XIII du tribunal de district. Une immense tapisserie a été suspendue derrière les juges. Leurs silhouettes en costume sombre se détachent sur les motifs tissés de forêts profondes. Archiverdiez. Ouverture ce matin devant le tribunal criminel de la Glane du procès du pharmacien de Romont, soupçonné d'avoir empoisonné son associé, le député Marc. Pierre Berset, vous suivez pour nous ce procès, vous êtes en direct, alors comment s'est déroulée cette première matinée ? Eh bien Jean-Marc, c'est une atmosphère pesante, tendue ce matin qu'il y avait à l'ouverture du procès de Romont de l'assassin présumé de Marc. Avant d'accéder à la salle de théâtre de la ville, transformée pour l'occasion en prétoire, c'est l'arrivée des familles. D'abord la délégation imposante de la famille de la victime. Une douzaine de personnes entourent la veuve et s'avancent vers le tribunal, tel un cortège funèbre. Plus discrets et moins nombreux, les proches et les amis de l'accusé sont aussi là. Dès l'ouverture des débats, présidés par le juge Schroeter, apparaît l'accusé, complet bleu, moustache et fines lunettes, décore un visage impassible, j'allais dire serein. Il n'a d'ailleurs pas bronché tout au long de cette première audience.
En face de lui, sur la droite, la veuve, Madame qui porte vers l'accusé un regard fixe, comme rivé à lui pendant la lecture de l'acte d'accusation, sur ce qui apparaît pour les enquêteurs comme un meurtre à huis clos entre les 3 pharmaciens présents ce soir du 24 octobre. 2 flacons de cyanure ont été retrouvés à la pharmacie du centre-ville à Romont, dont un orné d'une tête de mort. Sur place, il y avait aussi un ouvrage de référence. 4 pages étaient détachées de la reliure, celle qui marquait le début du chapitre sur le cyanure. Michel est interrogé. Il y a des incohérences dans son récit, notamment sur son lavage de mains, sur son inaction en attendant les secours, sur la communication avec les ambulanciers. Sans cesse, le président du tribunal lui demande de parler plus fort, tant il s'exprime du bout des lèvres comme s'il craignait que la moindre phrase se retourne contre lui, écrit un journaliste. Mais c'est l'échange de bière qui est le plus accablant. D'autant plus que Michel, joueur de poker éclairé, posséderait des talents de prestidigitateur. Tiens, c'est plutôt pratique pour introduire discrètement du cyanure dans une bouteille, non ? Il a été questionné sur le sujet en préventive. Il a raconté à un inspecteur qu'en effet, il pouvait écrire rouge avec un stylo noir. Il l'a même démontré, en griffonnant le mot « rouge » sur une feuille de papier avec un stylo noir. Comme quoi, on a quand même rigolé pendant les interrogatoires en tentant devant le tribunal. Les journées se succèdent, tout comme les témoins et les experts. L'un trouve le choix du poison discutable, l'autre pas du tout. Un jour, on exclut le suicide et l'accident, un autre, on teste l'odorat du prévenu. Il s'agit de s'assurer qu'il arrive bien à sentir l'odeur du cyanure, ce que la moitié de la population est incapable de faire pour des raisons génétiques. Des témoins reprochent au juge de ne garder que les morceaux choisis qui les intéressent, et pas ceux en faveur du prévenu. Puis c'est la thèse du complot immobilier qui est passée à la moulinette de la cour qui l'écarte. Circuler, il n'y a rien à voir. On passe donc aux plaidoiries et au réquisitoire. Pour l'avocat de la veuve, Michel est un homme diaboliquement intelligent, qui a fait preuve d'un sang-froid remarquable. Un homme qui a bu la bière non empoisonnée, puis qui a versé le cyanure dans la bouteille quand sa victime discutait avec le poissonnier, avant de procéder discrètement à l'échange de bouteilles. L'avocat de la partie civile voit aussi dans la manière de tuer une perversité qui est étrangère aux mœurs de notre pays. Référence même pas voilée aux origines du prévenu. Le procureur aussi évoque les origines de Michel et cette culture islamique qui lave l'honneur dans le sang. Ce sont ses mots. L'accusateur voit 2 mobiles, la jalousie et l'argent. Et puisque les indices sont suffisants, le ministère public demande que le prévenu soit condamné à la perpétuité pour assassinat. De son côté, le premier avocat de Michel rappelle qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité et non pas à la défense de prouver l'innocence. Or, ici, des preuves, il n'y en a pas. Il n'y a que des indices, dit-il. Le second défenseur montre que Michel n'avait absolument aucun intérêt à tuer son associé. Criblé de 400 000 francs de dette, il n'aurait de toute façon pas eu les moyens de racheter la part des héritiers. L'avocat dénonce aussi le racisme de l'accusation. Il rappelle que bien des Suisses tuent eux aussi, et parfois même avec perversité. Le président de la Cour demande à Michel s'il a quelque chose à ajouter. Le prévenu doit s'y reprendre à 2 fois pour se faire entendre. « Je jure devant Dieu que je n'ai jamais commis cet acte ignoble. Je vous prie de me croire. » « 29 juin 1989. C'est aujourd'hui que le verdict doit tomber dans ce procès qui attire la foule des grands jours. Jusqu'à 400 personnes assistent à certaines audiences. L'affluence est telle que les gendarmes de la Glane ont dû demander des renforts à Fribourg, comme l'explique ce cadre de la police cantonale au micro de la RTS. Je dois dire que les derniers jours, nous avons été surpris par l'ampleur de la population qui a assisté à ce procès. Vous avez pu le constater, nous avons dû maintenir des couloirs de sécurité
à l'intérieur de la salle et il n'a pas été très facile de repousser les gens au fond de la salle. Le verdict va tomber dans la journée. Vous avez prévu quelques dispositions spéciales? Bon, nous avons un renfort qui est prévu, qui arrivera de Fribourg, où nous avons 5 voire 6 agents supplémentaires du groupe d'intervention. Pourquoi ce renfort? C'est pour déjà préserver l'accusé. Nous ne connaissons encore pas la condamnation. Nous ne savons pas s'il sera acquitté et il y aura des réactions au sein de la population. Quand vient l'heure du verdict, l'ambiance est surchauffée, étouffante dans cette grande salle pleine comme un œuf. Il y a des gens debout dans les moindres recoins lorsque le président du tribunal prononce la sentence. L'accusé est reconnu coupable d'assassinat. Michel est condamné à la prison à vie. En vertu des articles 112 du Code pénal et 63 du Code de procédure pénale, il est condamné à la réclusion à vie. Vous avez la faculté d'interjeter contre ce jugement un recours en cassation dans les 30 jours. Cette cause est entendue, garde, veuillez emmener le condamné. Incroyable document, RTS, que l'énoncé de ce verdict. Garde, veuillez emmener le condamné. La peine est la plus lourde prévue par la loi. Mais la Cour n'avait pas le choix. Sans circonstances atténuantes, la prison à vie était à l'époque automatique en cas d'assassinat. Sitôt le verdict connu, les conversations s'animent, les clans se forment, les micros enregistrent. Et vous en pensez quoi ? C'est difficile à dire, c'est toujours tangent. Bon, on entend à la radio des gens qui disent que ça va diviser Romont. Je ne pense pas que ça va diviser Romont. La justice est là. Étant donné que je n'ai pas suivi 1 heure le procès, je ne peux pas me prononcer. Mais on fait confiance à notre justice. Et vous, monsieur, je peux vous demander ce que vous pensez de ce procès ou du moins du verdict? Pas grand-chose. Il fallait plus ou moins s'y attendre, je pense. Vu qu'il n'y avait pas d'autre issue à l'histoire. Mais disons que j'aurais aimé qu'ils apportent quand même plus de preuves à la culpabilité de l'accusé, quoi. C'est mal défini, l'histoire. Enfin, c'est mon opinion, quoi. Vous avez l'impression qu'on tient le bon coupable? Oui, non. Personne ne sait. Je crois que même pas les juges le savent. Ils se sont basés sur des éléments... moi, j'ai suivi l'histoire sur les journaux, mais moi, il me semble qu'ils se sont basés sur des éléments qui étaient... un petit peu faible, quoi. C'est une histoire trop douloureuse pour en parler, dans la rue en tout cas. Sauf qu'on va beaucoup en reparler. L'affaire va très vite rebondir. Le jugement est contesté avec succès. Après le choc du verdict, les avocats de Michel font donc recours. Ils ne contestent pas la peine, non, mais ils évoquent un vice de forme devant le tribunal. Fédéral. Selon eux, le greffier, qui a largement participé à l'enquête, aurait dû être remplacé pour le procès, même si la loi fribourgeoise autorisait sa participation. Les défenseurs ont visé juste. Dans son arrêt de fin novembre 1989, le TF leur donne raison. Les juges de Montrepos considèrent que la législation cantonale viole le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial. Le jugement de Romont est donc purement et simplement annulé. Michel aura un nouveau procès. Au micro de la RTS, le greffier concerné réagit avec une légère pointe d'ironie à la décision de la plus haute instance judiciaire de notre pays. Le tribunal fédéral a cassé le jugement en raison de
l'inconstitutionnalité d'une loi cantonale et non en raison, et ça c'est important, d'un comportement des juges ou d'un greffier. Là, je pense que les juges n'ont pas été remis en cause, ni moi-même. Quant à moi, on m'a fait un grand honneur parce que je vois que j'exerce plus d'influence que les avocats de la défense. En attendant, Michel est libéré, juste à temps pour les fêtes de fin d'année. Dans la foulée, un comité de soutien est créé pour Michel. Il est mené par Lova Golovčiner, comédien, fondateur du théâtre Boulimi à Lausanne, homme de radio. C'est une véritable figure médiatique de l'époque. Ce comité de soutien reproche à la justice d'avoir condamné un homme sans mobile et sans preuve. La formule est reprise pour le titre d'un livre signé par Lova Golovčiner en collaboration avec la chroniqueuse judiciaire de l'illustré Myriam Meuvely. Elle est interviewée à la radio suisse romande le 26 février 1990 dans l'émission Petit Déjeuner. Au moment des plaidoiries, on a un peu secoué parce que, effectivement, les avocats de la défense montrait toutes les carences de cette instruction d'abord et ensuite de ce procès, tous les vides, toutes les questions qui restaient en suspens. L'espoir pouvait renaître, en tout cas, sinon, si vous voulez, d'un acquittement pur et simple, d'un acquittement au bénéfice du doute, puisque le doute éclatait de partout. Or, c'est un jugement de condamnation, et pas un moindre jugement, c'est un jugement de condamnation à perpétuité qui a été prononcé contre cet homme, dont en toute conscience, je ne puis dire s'il est coupable ou s'il est innocent, mais finalement, c'est justement le rôle de la justice d'essayer de nous donner cette certitude. 19 mars 1990. Le deuxième procès de Michel débute devant une nouvelle cour, devant le tribunal criminel de la Gruyère à Bulle. La salle est grise, le plafond bien décoré et l'acoustique lamentable. L'ambiance est beaucoup plus sereine qu'à Romont. Seule une centaine de personnes, dont un tiers de journalistes, a fait le déplacement. Sur une des parois, un Christ en croix assiste, impassible au procès. On prend donc les mêmes et on recommence. Le gérant, sa compagne, le médecin, les vigiles, l'ambulancier, l'épouse de la victime se succèdent à nouveau à la barre. Des conversations téléphoniques et l'expertise psychiatrique sont à nouveau examinées. La théorie du complot est à nouveau rejetée. Les hypothèses d'accident, de suicide, d'intervention du gérant et ou de sa compagne, ou alors d'une tierce personne étrangère à la pharmacie, sont à nouveau écartées. L'avocate de la partie civile insiste. Il n'y a aucun mystère. C'est Michel qui a mélangé le cyanure à la bière et qui a procédé à l'échange des bouteilles. Le reste, les doutes faribolent, balivernes, assène-t-il devant la cour. Dans son réquisitoire, le procureur souligne quant à lui que tout désigne Michel. Il n'y a pas la moindre trace d'un autre suspect. Les mobiles sont le ressentiment, l'argent et l'ambition. Et s'il n'y a pas d'aveu, ce n'est pas grave. Les indices sont suffisants. Il requiert la prison à vie pour assassinat. La défense pointe de son côté ce qu'elle appelle les silences de l'enquête. On ne sait pas grand-chose sur la victime, sur ses éventuels ennemis. Ni ses vêtements, ni les autres bouteilles vides trouvées à la pharmacie n'ont été analysées. Les capsules des bières n'ont pas été retrouvées. Il y a eu des manquements dans les analyses et dans la récolte des témoignages. La provenance du cyanure n'a pas été déterminée. Bref, il n'y a que des indices et pas de preuves, disent les avocats. Il y a des comportements, il y a des hypothèses et des contradictions, mais le doute doit profiter à l'accusé qui doit être acquitté, selon eux. On vous prend pour des toyets, assure le procureur aux membres du tribunal. Le second verdict est rendu le 3 avril 1990. Après 10 jours d'audience et 7 heures de délibération, l'affaire est pliée en 15 secondes. Dans un silence de mort, Michel est reconnu coupable de meurtre et condamné à 10 ans de prison.
Contrairement à leurs collègues de Romont, les juges de Bulle ont largement tenu compte des humiliations subies par Michel pendant des années. La pression psychologique exercée par Marc F. était si forte qu'un point critique a été atteint, considère-t-il. Le psychiatre a parfaitement décrit comment son geste a été l'aboutissement de cette tension accumulée. 10 ans pour meurtre? On est loin de la perpétuité pour assassinat et loin de l'acquittement au bénéfice du doute. La salle est estomaquée. Dans la rue, le trouble est palpable. J'ai dit, je voudrais pas être à la place des juges. C'est terrible de dire un verdict comme ça, parce que c'est pas facile de savoir la vérité. Et puis, je ne jugerai pas quelqu'un. Je suis pas sûre qu'il a vraiment fait quelque chose, alors. Moi, j'ai pitié pour ce monsieur. Il n'aurait pas dû être condamné aussi fort. Il aurait été innocent, à mon avis. Il sera appelé Pilaire, il n'aurait pas été condamné à ce point-là. Si. Je pensais qu'il serait acquitté, parce qu'il n'avait, il me semble, pas assez de preuves assez importantes. Je suis déçue. Très surprenant, parce qu'avec tout ce qui s'est passé au préalable, on pensait que... Ou alors c'était l'acquittement. Il me semblait que c'était un extrême qu'on pouvait tout à fait admettre. Ou alors c'était la réclusion à perpétuité, en fait. Bah, je pense que ça se situe dans la ligne suisse. On coupe la poire en deux, parce qu'on ne sait pas où on en est. On a l'impression que ça me donne. Je pense que, en fin de compte, c'est insatisfaisant. Insatisfaisant. D'ailleurs, ni le ministère public ni la défense ne sont satisfaits de ce verdict. Tous les deux font recours. Des recours qui seront rejetés jusqu'au tribunal fédéral. En juillet 1992, l'Illustré publie une contre-enquête qui sert de base à une demande de révision du procès. Il est question, entre autres, de nouvelles analyses chimiques, d'une gaine technique qui aurait permis à un mystérieux tueur d'aller et venir dans la pharmacie le soir fatidique. Le témoignage du poissonnier est aussi, à tort, remis en question. Finalement, tous ces arguments sont rejetés, tout comme la demande en révision. 3 ans plus tard, en avril 1995, la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg balaie à son tour et à l'unanimité un nouveau recours de Michel. La CEDH explique dans son arrêt qu'elle ne trouve rien à redire aux décisions successives prises par les tribunaux suisses. Marc Boivin, bonjour. Antoine Droux, bonjour. Marc Boivin, vous êtes l'un des juges du tribunal cantonal fribourgeois, un tribunal que vous avez d'ailleurs présidé l'an dernier. Vous n'avez pas été impliqué directement dans l'affaire de la bière au cyanure, mais vous avez accepté, pour Crime Suisse, de nous apporter votre éclairage de professionnel du droit. Déjà, première question, quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette affaire criminelle d'il y a maintenant 35 ans, vous, dont la famille était proche de la victime, Marc F. Tout à fait. Alors, c'est une histoire qui fascine encore aujourd'hui. Hein. On a senti déjà dans la salle, quand vous avez annoncé la thématique, une espèce de bruissement comme ça. On est dans le FIF, on est au FIF, hein, oui. Et cette fascination s'exerce et peut se comprendre aussi si on fait une analogie, par exemple, avec des films. Chabrol, par exemple, les films de Chabrol, des notables de province qui sont des assassins ou des assassinés. On peut aussi imaginer un croisement entre Chabrol et Agatha Christie. 33%, je crois, des auteurs de crimes chez Agatha Christie utilisent le poison, qu'elle avait très bien connu elle-même quand elle était infirmière pendant la Première Guerre mondiale. Donc il y a déjà de quoi faire un film, une série. Et après, il y a un rebondissement judiciaire que vous avez parfaitement exactement retracé à la date près de chacun des arrêts, de chacune des péripéties. Donc effectivement, on a là de quoi faire un fait d'hiver, un fait d'automne, puisque ça s'était passé en novembre, mais enfin, quelque chose qui marque les mémoires. Et à titre personnel, moi je m'en souviens très bien,
parce qu'effectivement, la victime était députée au Grand Conseil avec mon père à l'époque. J'avais eu l'occasion plusieurs fois d'aller prendre le thé ou le café le vendredi en fin d'après-midi parce que mes parents avaient une villa. Ma maman vit toujours là-bas, à côté de Romont. Et effectivement, j'ai un souvenir encore plus précis de leur retour de l'enterrement que vous avez évoqué, où ils nous ont appris, moi j'étais à la maison avec des amis, on avait 16 ans, qu'effectivement, il y avait eu un acte criminel. Alors que, avant même l'événement, les gens disaient de Marc F. que, avec son rythme de vie, avec ses multiples occupations, un jour, qu'on ne s'étonne pas s'il fasse une crise cardiaque. Oui, c'est ça. Hein. Il y a d'abord pratiquement aucune surprise au sein de la population, jusqu'au communiqué du juge d'instruction, le jour même. Ça, c'est le coup de tonnerre. Juste après la cérémonie. Il y avait quand même quelques petites rumeurs qui disaient, vous allez voir, dans les premiers jours, c'est scandaleux, on va peut-être accuser l'associé parce qu'il est un étranger. Donc, dans un premier temps, il y avait plutôt une prévention d'une possible accusation raciste. Qu'est-ce que vous pensez avec le recul de cette instruction? Est-ce qu'elle a été menée à charge à l'époque? Alors, oui et non, parce que, bon, d'abord, vous avez expliqué pourquoi elle a été cassée dans la glane, parce que le greffier a eu à statuer à 2 échelons, il a participé à l'enquête, et puis, alors, il est devenu président par la suite, et il a gardé son sens de l'humour jusqu'à sa retraite, à Romont d'ailleurs, et on se rend compte aussi que dans ces années-là, on venait d'adhérer à la CEDH, on appliquait un petit peu à la Cour européenne des droits de l'homme, qui est d'ailleurs, dont le secrétaire général est un fribourgeois, à l'heure actuelle, bien sûr. Et on avait encore un peu de peine à appliquer ces dispositions. Hein. Moi, j'ai le souvenir de mon père à l'époque qui disait, avant que la CEDH entre et casse les codes de procédure au niveau cantonal, que parfois il devait aller plaider devant le juge du fond qui avait été le juge d'instruction. Donc il devait prendre des pincettes pour expliquer à la personne qui allait juger définitivement que son travail n'avait pas été au top au niveau de l'instruction. Donc voilà, il y avait un peu des prémices comme ça. Après, dire qu'il y a eu des préjugés, je ne sais pas, parce qu'il y a des éléments qui ont été, par exemple, absents dans le tribunal, dans le premier jugement tribunal de la Glane, où on avait retenu qu'il y avait une bonne entente entre les deux associés, par exemple. Ce qui a fait dire que s'il y avait une bonne entente, le motif ne pouvait être que beaucoup plus futile, c'est-à-dire un motif financier, un motif... Et quand il y a un motif futile, et quand il y a un motif futile, on part déjà un peu plus dans une conception d'assassinat. Et finalement, ce qui est intéressant aussi dans cette affaire, c'est quand on repart en Gruyère, et qu'on vient au tribunal cantonal, une des contestations de l'accusé a été de continuer à dire qu'il y avait une bonne ambiance entre eux, en fait. Or, c'est précisément le fait qu'il n'y avait pas une bonne ambiance entre eux qu'on a pu retenir un motif de haine qui finalement a été en faveur de l'accusé, puisque c'est sur cette base-là qu'on a quelque part légitimé le ressenti que l'accusé pouvait avoir eu par rapport à une personne qui a été la victime, donc qui a été le défunt, on va dire, a été quand même qualifié de, je crois, j'avais noté ici, c'est les 3 termes que vous aviez utilisés, autoritaire, cassant et humiliant. Dans cette affaire, il est beaucoup question de la notion de doute. Un doute qui, apparemment, doit toujours profiter à l'accusé. Oui. C'est écrit où que le doute doit toujours profiter à l'accusé? Il y a une loi qui dit, article temps, le doute... Ce sont des grands principes de droit. Ce sont des principes, mais ce n'est pas dans la loi. Des grands principes dans la jurisprudence, dans les codes de doctrine, et puis ça nous vient du droit romain, donc c'est des principes qui sont immémoriaux, j'allais dire. Mais alors, qu'est-ce qu'un doute? Et le doute, c'est pas seulement l'hypothèse qu'une autre solution peut être envisageable. Ici, les juges, donc il faut quand même aussi dire que tous les juges qui ont été amenés à statuer dans cette affaire ont eu une intime conviction. Donc ça veut dire les juges de Romont, les juges de Gruyère, les juges du tribunal cantonal et les juges du tribunal fédéral. Donc toutes les personnes qui ont eu accès à ce dossier ont été convaincues, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'indices en défaveur de l'accusé. Alors c'est vrai que c'est pas à lui de prouver son innocence, mais enfin dans son système de défense et dans sa stratégie qui prouve qu'on est effectivement dans un cas limite,
entre l'assassinat et le meurtre, il y a eu des évocations de pistes, d'hypothèses, l'hypothèse d'un complot qui a été un peu balayée par les juges parce qu'il aurait fallu que les comploteurs ou la personne qui viennent pour assassiner la victime ou pour attenter à ses jours, on va dire, escomptent un échange des bières. Et ça, c'est absolument inconcevable puisque l'accusé a reconnu avoir changé sa bière en disant il y avait une odeur, je l'ai changée. Donc là, c'est quand même une théorie qui ne pouvait pas être reconnue. Les autres théories étant celle du suicide ou, et c'est intéressant, d'une tentative éventuelle d'assassinat de la victime contre son associé. Et là, j'insiste, c'est que on a utilisé le terme de tentative d'assassinat si l'acte avait été fait dans l'autre sens. Or, on a retenu finalement qu'un meurtre. Donc, l'accusé a eu beaucoup de chance. À partir de combien d'indices on a assez d'indices pour condamner quelqu'un à la place d'avoir des preuves irréfutables? Ça dépend. Ça dépend. Il peut y avoir un indice par rapport, ici, on a eu des déclarations contradictoires, et puis on avait quand même des mobiles, on avait une constitution de la personnalité. Donc oui, on peut condamner quand on n'a que des indices. Bien sûr, bien sûr. Il y a plein d'affaires célèbres en France où il n'y a pas le corps, on n'a jamais retrouvé le corps. Agnès Leroux, on n'a jamais retrouvé son corps. Ce qui n'a pas empêché la justice de condamner Maurice Agnelet. Comment est-ce qu'elle se forge une conviction de culpabilité quand on est juge? Qu'est-ce qui vous convainc? C'est quoi le processus pour qu'à un moment donné, vous vous disiez « oui, je suis convaincu que cet homme ou que cette femme est coupable ». C'est un peu tout, c'est-à-dire ce sont les pièces qui ressortent au dossier, ce sont les déclarations. On va regarder d'abord les premières déclarations du début pour voir comment elles évoluent. On peut avoir des gens qui clament leur innocence et dont les variations n'évoluent jamais. On est en train de juger une affaire exactement comme ça. Et là, effectivement, on doit comparer la crédibilité d'un accusé contre la crédibilité d'une victime, par exemple. Alors, c'est pas évident. Vous me disiez que vous vous étiez appuyé à l'époque sur cette affaire pour l'un de vos cours donnés à la HEG, la Haute École de Gestion. Pourquoi? Alors, pour expliquer le droit pénal et puis pour donner simplement l'exemple de comment on procède à une qualification juridique. Alors, dans cette affaire, ce qui est vraiment resté dans la mémoire, je dirais, des gens qui ont étudié le droit, c'est le dernier arrêt du tribunal fédéral qui casse le recours du ministère public. Le ministère public, lui, n'était pas content en disant « mais en fait, on a le poison, on a des mobiles, on a une planification, on a une personne qui agit avec un sang-froid incroyable et donc on est dans une psychologie d'assassin ». Et donc cet arrêt est très intéressant parce qu'il nous explique comment on différencie un meurtre d'un assassinat. Étant précisé que, encore aujourd'hui, il est sujet à controverse, cet arrêt-là. Je vous donne un exemple. Par exemple, on a retenu qu'il avait été meurtrier parce qu'il avait utilisé la haine, d'accord, mais c'est une haine qui s'exerçait finalement, en quelque sorte, dans un dessein de vengeance. Et la vengeance est précisément constitutive, elle, plutôt d'un assassinat. Donc, c'est un cas qui est limite. Qu'est-ce qui changerait aujourd'hui dans une affaire comme celle de la bière au cyanure, dans l'enquête, dans le procès? Alors, on aurait peut-être des moyens de police scientifique peut-être un peu plus évolué. Ouais, c'était il y a plus de 35 ans. Ouais, mais si vous avez remarqué, enfin non, vous n'avez peut-être pas remarqué, vous ne l'avez pas dit, mais moi j'ai quand même eu la curiosité d'utiliser nos archives du tribunal cantonal pour me faire produire le dossier et vite le relire avant de participer à votre émission. Donc ça veut dire j'ai relu uniquement les arrêts que le tribunal cantonal a rendus et puis les arrêts qui ont été rendus par le tribunal fédéral et je me suis aperçu que parmi les experts, l'expert de Lausanne, c'est un fameux expert, je pense que lui on peut donner son nom peut-être, c'est Martial Saugy qui est devenu après la grande référence dans la lutte antidopage. Donc il y avait déjà des grandes compétences professionnelles dans les années 90. Oui, et d'ailleurs la plainte que dépose l'associé Michel contre le scientifique que vous nommez, elle débouche sur un non-lieu, donc cet expert... Alors ça fait partie de toutes les plaintes qu'on va dire un peu plus procédurales. Voilà. Auxquelles j'ai pas... Oui, alors moi j'ai plutôt regardé le dossier sur le fond même de l'affaire. On retient quoi de cette affaire ?
On retient un peu tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire que... Ça fait beaucoup de choses. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui sont peut-être convaincus de l'innocence. Quand on a quelqu'un qui clame son innocence, c'est très difficile pour nous, la justice. Mais un assassin ou un meurtrier peut être lui-même finir par être convaincu de son innocence par le biais de mécanismes psychiques. Par exemple, un meurtrier qui n'envisage pas de commettre un meurtre et qui tout à coup... commet un meurtre, on a eu le cas récemment avec l'histoire de l'infanticide, peut être exposé à un stress post-traumatique. On parle souvent du stress post-traumatique de la victime, mais on peut imaginer qu'un auteur peut avoir un stress post-traumatique. Ici, on parlait d'une explosion de marmite. Pour être tout à fait plus précis, je parlerais plutôt d'une implosion de marmite, parce que l'explosion de la haine, c'est quand même faite sous un couvert de grande subtilité, de grande froideur, de grande planification qui cadre mal avec l'expression explosion. Donc plutôt une implosion. Mais on pourrait imaginer qu'une personne se soit sentie légitime à solutionner un problème que lui posait la vie en société, en l'occurrence ici l'élimination d'un associé, et donc par le biais de ce problème qu'il a trouvé, peut commencer à s'imaginer qu'il a été légitimé à trouver cette solution, et que dès la mesure où il a été légitimé à trouver cette solution-là, qu'elle n'était pas si illégale que ça, et comme c'est une solution pas si illégale que ça, finalement ça veut dire que il ne doit pas être condamné, donc il doit être innocent, et finalement peut-être qu'il y a des mécanismes de biais qui font qu'un auteur peut être sincèrement convaincu, la psychiatrie le dit, de son innocence. Et puis il y a aussi un bénéfice secondaire à récolter en se disant innocent, c'est pour ne pas perdre le soutien aussi des gens qui l'ont soutenu en fait pendant toute la procédure et au-delà et jusqu'à la sortie de prison. Une dernière petite chose que cette histoire m'évoque, c'est l'histoire de Lova Golovtiner. Je dirais quand on est humoriste et qu'on veut se mêler de droit, vaut mieux être au bénéfice d'une double formation. Plutôt que de dire n'importe quoi au niveau de la justice. Et je crois que Lova Golovtiner, ça n'a pas été forcément la chose la plus, disons, la plus professionnelle qu'il ait faite dans sa carrière. Marc Boivin, merci. Antoine Drou, service. Le parcours juridique de Michel s'est encore poursuivi jusqu'à sa libération. Il a déposé plainte contre l'expert qui a analysé la bouteille de bière empoisonnée, mais un non-lieu a été prononcé en 1996. C'était La bière au cyanure de Romont, épisode 26 de Crime Suisse, un podcast de la RTS enregistré aujourd'hui en public au Festival international du film de Fribourg. Merci à toute l'équipe du FIF pour l'efficacité et pour l'accueil, et merci à vous d'avoir fait le déplacement ici ce soir. À la prise de son ce soir dans cette salle de cinéma fribourgeoise, c'était Hervé Mermillot. À la réalisation, parce que tout ce qu'on a enregistré ce soir sera monté, mixé, avant d'être publié par un certain David Golland, qui est le réalisateur de ce podcast. À la production, Julie Vince. La musique originale est signée René-Jeanne Aquaviva. Merci aussi à Jérôme Ruffini pour la documentation et à notre attachée de production, Valérie Dantan. Je m'appelle Antoine Drou et je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un nouveau Crime Suisse.
Julie, t'es encore là? Oui, je suis là, Antoine. Tant mieux, parce qu'en bonus, on vous propose pour cet épisode un échange sur les coulisses du podcast. Avec toi, Julie Vince, productrice de Crime Suisse, et moi, on reste un moment ensemble pour répondre à vos questions. Toutes ces questions que vous vous êtes peut-être déjà posées en écoutant un épisode, en allant au travail ou en assistant à l'enregistrement de ce soir, c'est maintenant que vous pouvez les poser. Les coulisses de Crime Suisse ne doivent plus avoir aucun secret pour vous quand vous quitterez cette salle. Pour ce faire, Kevin, qui est juste là, vous amènera le micro. Il vous suffit de lever la main et il viendra jusqu'à vous. On est, je le rappelle, toujours en enregistrement, donc attendez bien d'avoir le micro en main et face à la bouche pour parler. C'est super si vous pouvez nous donner votre prénom et rester les plus synthétiques possibles afin qu'on puisse prendre un maximum de questions. Je me tais maintenant et la parole est à vous. Où est-ce qu'on a une première question? Juste là. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Prénom, c'est Margot. J'avais une petite question. Ça vous prend combien de temps de récolter toutes les informations, de préparer un épisode? Est-ce que vous faites ça tout seul? Est-ce que vous avez de l'aide? C'est quoi le processus de préparation d'un podcast? Alors tout seul, j'y arriverai pas. Moi, j'ai 6 jours. Donc pour me plonger dans la documentation qui est réunie par Jérôme Ruffini qui s'occupe de ce qu'est notre documentaliste pour ce podcast. Donc pour me plonger dans la doc, pour établir ce que j'appelle une timeline, c'est-à-dire je remets tout dans l'ordre chronologique, pour explorer aussi nos archives, pour découper ces archives, puis après, une fois que j'ai tout ce matériau brut, j'écris, et puis après, une fois que j'ai écrit, je cherche un invité, faut l'appeler, il faut le parfois convaincre, ou pas, des fois les gens viennent, la majeure partie du temps, les gens viennent quand même assez facilement, et puis après, il faut préparer l'interview, faire l'interview, enregistrer les voix, et puis après, c'est le travail de David Golan, de faire le montage, le mixage, après on réécoute tout ensemble avec Julie, on change certaines choses, parfois beaucoup de choses, des fois très peu de choses. Et on peut dire que jusqu'à la publication, on est à peu près sur, on va dire quoi, une dizaine de jours par épisode en tout, pour toute l'équipe, c'est-à-dire Julie, Jérôme, David Golan, moi-même et les autres personnes qui travaillent avec nous. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Une autre question. Il y avait une main qui s'était levée par là, juste tout à l'heure. Mais si... Ah, voilà. Merci beaucoup. Mon nom est William. Bonsoir. Je ne sais pas si je suis tout à fait... si j'ai bien compris, parce que là, je vois que les questions vont plutôt concerner l'organisation de l'émission. Et moi, j'aurais voulu réagir sur ce qui a été dit dans l'histoire de ce soir. Donc, si c'est déplacé, je n'ai pas de questions. Alors, on va attendre. Pour moi, toutes les questions sont valables. C'est pas moi de dire si elles sont déplacées ou pas. Posez votre question. En fait, j'ai pas une question, c'est plutôt des faits. Puisque on a parlé de cyanure dans le meurtre ou l'assassinat de l'époque, je suis assez surpris parce que j'ai moi-même énormément travaillé avec toutes sortes de produits cyanurés. Et la personne qui aurait empoisonné la bière a eu une bonne idée parce que c'est peut-être la seule boisson dans laquelle le cyanure allait au goût le moins se remarquer. Ça serait une autre boisson, ça serait été différemment, et certainement que le décédé n'aurait pas bu la boisson. Et ce qui m'a surpris, et j'ai un peu trouvé bizarre de la part de ceux qui ont mené l'enquête, que le fait que l'accusé se soit lavé les mains après avoir touché sa bouteille de bière, ça me titille un peu parce que le cyanure, si vous ne le touchez pas, il n'a aucun danger pour vous. Hein. Et si vous le touchez, vous mettez une paire de gants, vous n'avez pas forcément besoin de vous laver les mains après. Et donc, le fait qu'il ait eu le réflexe, après soi-disant avoir échangé sa bouteille de bière, de penser à se laver les mains, pour moi, je trouve que ça devient moins du doute.
Ouais. Écoutez, bon, moi, je n'ai pas fait l'enquête judiciaire à l'époque, hein, mais ce que je trouve hyper intéressante, votre remarque, parce que c'est effectivement pas une question, mais je trouve hyper intéressante votre remarque parce qu'elle illustre à merveille tous les doutes qui ont pétri l'opinion publique, les journalistes et les gens qui se sont approchés de près ou de loin de cette enquête. Et puis après, très concrètement, c'est comme le disait Marc Boivin à l'instant, tous les juges, tous les recours jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme n'ont rien retrouvé à dire sur le travail de la justice. Oui, c'est là que ça me choque. Je comprends. Parce qu'en fait, à l'époque, dans les années 88, il n'y avait pas besoin de sciences forensiques extrêmement poussées, développées, et d'appareils de mesure extrêmement technologiques pour analyser du cyanure qui aurait été présent dans une bouteille de bière. Avec des analyses extrêmement simples, vous arrivez à analyser un liquide et trouver tous les éléments que vous auriez pu dissoudre à l'intérieur, notamment du cyanure. Donc, sur la base de ce qui a été raconté, je reste un peu choqué sur la façon dont les enquêteurs ont fait leur truc, parce que ça me donne l'impression que c'est un peu du bâclé. Oui, je crois que le récit le montre quand même. Si vous êtes d'accord, on passe à une question, on comprend. Oui, bien sûr. Merci. Mais merci à vous. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais effectivement, ça illustre à fond ce qu'on vient de raconter pendant 1 heure, ce qu'on vient de dire également avec Marc. Je ne sais pas si tu veux réagir ou pas, juste brièvement, on ne va pas refaire le match, mais simplement, je n'ai pas compris le sens de votre question. Où êtes-vous, monsieur ? D'une part, ça a été retenu qu'il s'est lavé les mains et c'était retenu à sa charge, et les analyses ont prouvé effectivement qu'il y avait bien du cyanure dans la bouteille. Donc je ne comprends pas trop votre question en fait. Voilà. Ouais. Mais voilà. Mais vous n'arrivez pas à dire que c'est telle personne qui l'a utilisé parce que vous n'avez pas d'empreinte sur le couteau ou le pistolet. Merci beaucoup. Je suis désolée de vous couper, c'est que son micro, on ne vous entend pas ni dans l'enregistrement, ni dans la salle. Mais par ailleurs, on sera encore là aussi après l'enregistrement. Donc on pourra poursuivre certaines discussions avec grand plaisir au bar à l'extérieur. Mais effectivement, le but est de se concentrer sur des questions en lien avec le podcast, avec les coulisses du podcast, avec comment on le construit et comment on le fabrique. Parce que malheureusement, on ne pourra pas répondre à beaucoup de questions concernant l'enquête parce qu'on n'y était pas, parce qu'on ne l'a pas faite, parce qu'on n'est ni forensicien ni avocat. Donc on vous propose de se concentrer plutôt sur ces questions en lien avec le podcast, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, bonjour, je suis Céline et je me demandais quelle était la différence entre l'enregistrement qu'on a vécu ce soir et puis un enregistrement en studio. Par exemple, là, on a vu que vous étiez debout, qu'on entendait chaque fois les archives, les musiques. Est-ce qu'en studio, c'est pareil ? Vous entendez en live les musiques, les archives, vous l'enregistrez comme il apparaît un peu à la fin ? Ou pas du tout, c'est très différent? Alors, ce qui change, je suis debout parce que c'est plus facile pour moi d'enregistrer debout. Enfin, je préfère enregistrer debout. Donc, le dispositif est le même. Je suis debout devant mon micro. Il y a nettement moins de monde, comme on l'a dit au début de l'enregistrement. Mais il gesticule tout autant. Je gesticule tout autant. Et puis, j'ai surtout un réalisateur, parce qu'un enregistrement de Crime Suisse, normalement, ça dure entre 2h30 et 3h. Là, on a tout poussé en 55 minutes ou en 50 minutes. Et donc, on est allé beaucoup plus vite ce soir, mais on a aussi répété beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on a travaillé ce matin. Enfin, moi, j'ai répété le texte tout seul, beaucoup plus que les autres textes. On l'a répété encore ce matin avec Julie. On a fait un filage complet cet après-midi dans cette salle avec Hervé, avec l'équipe du FIF pour la lumière. Donc, sur le principe, oui, ça se passe de la même manière, mais dans les faits, on a été vachement efficace ce soir, quoi. Donc ça, c'est certain. Il y a notre chef qui est dans la salle. Faut pas le dire trop fort, sinon elle va couper le budget. Non, ou elle va nous donner plus de temps pour préparer. Ah, peut-être. Et pour répéter. On prend volontiers une autre question ici. Ouh, là. Là, puis après je monte. Merci beaucoup. Bonsoir, moi c'est Nancy. J'avais une petite question concernant les sources de la documentation. Est-ce que vous avez accès uniquement à des éléments qui sont publics, que tout archiviste pourrait trouver, ou est-ce que vous avez des filons spéciaux pour avoir un peu des informations
inédites dans vos histoires? Le 90%, je dirais ça à la louche, c'est du public. Alors, c'est du public. Pour moi, les archives de la RTS, qui commencent en 1930 quand même, c'est du public, mais vous n'avez pas accès à toutes nos archives. Tout le monde n'a pas accès à toutes nos archives, évidemment. Mais pour moi, c'est dans le domaine public, dans le sens où ça a été publié à un moment ou à un autre. Okay, même chose pour tout ce qui est articles de presse anciens. Il y a des sites qui sont accessibles au public, mais il faut quand même savoir chercher. Notre documentaliste, il fait un super boulot minutieux, et puis il nous fait des PDF. Je crois que le PDF pour ce soir faisait 90 pages, un truc du genre, donc c'était juste waouh, assez incroyable. Et puis après, il y a quand même des sources, donc ça c'est beaucoup les sources médiatiques qui sont disponibles pour le public. Il faut savoir où chercher et comment les chercher, évidemment. Et puis il y a aussi des sources, voilà, les jugements de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, sont disponibles en ligne. Il y a eu, il y a quelques semaines, l'épisode sur Josette Bauer, je ne sais pas qui l'a écouté, mais pour toute la partie juridique qui se passe aux États-Unis, c'est tout public. Donc les sources sont aussi publiques. Et en fait, c'est beaucoup du public, quoi. Enfin, oui, c'est du domaine public, ce qu'on utilise. Ouais. Merci à vous. Après, il y a parfois des questions sur ce qu'on a le droit d'utiliser, même dans nos propres archives. Il y a parfois des choses en lien avec le droit à l'oubli, par exemple, qu'on ne peut plus solliciter, ou il y a des choses qui... On s'est posé la question dans l'affaire de ce soir pour la prononciation du jugement que vous entendez à un moment donné, parce que normalement, on n'enregistre pas dans les tribunaux, donc on est allé vers notre service juridique et on leur a demandé si on avait le droit d'utiliser cet extrait qui figurait dans nos archives, mais ça ne nous garantit pas toujours à 100% qu'on ait le droit de l'utiliser encore aujourd'hui. On a beaucoup travaillé sur les aspects juridiques avant de lancer le podcast. Notion de droit à l'oubli, sentiment de piété, anonymisation, ce qu'on peut dire, les archives qu'on peut utiliser. Alors, le travail des journalistes et à la RTS est très, très, très cadré. Nous, on a encore rajouté une couche de sensibilité supplémentaire sur ce podcast. Alors, j'ai déjà une liste d'attente, madame, tout au fond... Bonsoir. Bonsoir. Isabelle. Bonsoir Isabelle. Vous arrive-t-il de faire appel à des témoins d'une situation qui vivent encore aujourd'hui? Je pense notamment au gérant et sa compagne qui, s'ils avaient été disponibles, auraient été là ce soir. Alors, c'est difficile parce que les témoins, c'est difficile. Non, on peut les retrouver, on sait comment faire, on aurait pu les appeler, les faire parler. Après, c'est quoi l'objectif de Crime Suisse? L'objectif de Crime Suisse, c'est de raconter notre pays à travers ces crimes. C'est-à-dire, c'est de raconter des pans de notre vie, de notre passé, qu'on ne raconte pas autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que dans Crime Suisse, on ne doit pas refaire l'enquête. On n'a pas les moyens de refaire l'enquête, on n'a pas les compétences de refaire une enquête juridique. Et à vouloir redonner la parole à tous les témoins, on va d'une certaine manière se substituer à la police. Et comme on n'a pas les moyens ni les techniques nécessaires pour faire un travail juridique, ça risque de se retourner contre nous. Qu'est-ce qui se passe si on invite des témoins et puis que tout à coup, parce que 35 ans se sont passés, il y a quelque chose de faux qui est dit, mais par l'oubli ou de choses comme ça? C'est nous qui sommes responsables juridiquement après. C'est pour ça qu'on ne refait pas les enquêtes dans Crime Suisse. Mais on a un épisode sur les 26, ce soir c'est l'épisode 26 qu'on a enregistré, on a un épisode où on a un témoin du crime, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est un épisode assez récent sur le massacre de Zeven dans le canton de Soleure. On a retrouvé un des policiers du service d'identification de la police soleuroise qui a découvert la scène de crime, qui a pris les premières photos et qui a pendant des semaines cherché les douilles dans tout le Schwarzbobenland et qui a été d'accord de témoigner. Mais là, c'est plus un témoignage. Voilà ce que j'ai vu, voilà ce que je peux vous apporter d'un point de vue quand même externe. C'était pas quelqu'un d'impliqué dans le massacre, forcément. Voilà, j'espère que je réponds à votre question. Il y a des podcasts qui s'occupent de cold case, qui essayent de poursuivre une enquête et qui font des appels à des témoignages. Ça n'a jamais été le but de Crime Suisse. Oui, mais c'est super intéressant parce qu'on cite toujours l'exemple d'un podcast américain
où le travail du podcast a réussi à trouver le ou la coupable, je ne sais plus, des années après, à résoudre l'enquête. Puis tout le monde dit « Ah, mais vous devriez refaire les enquêtes parce que vous pourriez peut-être... » Ben voilà, le massacre de Zeven, on n'a pas la solution, c'est un cold case. Enfin voilà, c'est un frozen case même, puisque la prescription est passée depuis longtemps. Mais en même temps, combien de fausses pistes sont revenues au goût du jour, combien de personnes ont souffert de tout à coup être soupçonnées à cause d'un podcast pour un seul crime résolu. Donc voilà, il faut faire très, 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 très attention avec ces histoires. Une autre question. Juste ici. Mon prénom, c'est Philippe. J'avais une question, c'était savoir qui a eu l'idée de l'émission. Et puis savoir si elle existe déjà, ou bien vous avez copié, ou bien c'est vraiment original. Oh ben, je vous en prie. On a tout copié chez le voisin. L'histoire de ce podcast, c'est une rencontre entre mon envie de faire du récit, donc de raconter des histoires, et le fait que la RTS voulait un podcast sur le true crime. Voilà. Et puis tout à coup ça arrive, les planètes se sont alignées. Moi j'ai dit j'aimerais bien faire du récit, puis la RTS a dit ah bah ça tombe bien, on aimerait bien un podcast de true crime, est-ce que c'est un thème qui t'intéresse? Et puis moi j'ai dit ben ouais, pourquoi pas. Et puis ben, j'ai proposé un projet sur cette base-là. Et puis ben, je me suis pris enfin voilà, je me suis pris de passion, c'est beaucoup dire quoi. On peut pas être passionné par ces histoires sordides, mais je me suis intéressé à cette thématique. Ouais. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et est-ce qu'on a copié? Bon, ça fait depuis 1920, 1930 qu'on fait de la radio, qu'on fait de l'audio, qu'on raconte des histoires hein, avec la bouche. Puis après, bien avant, on n'enregistrait pas, mais ça se passait déjà très souvent. Donc forcément, il y a des parentés. Moi, je suis un grand fan de Fabrice Drouel sur France Inter. C'est enregistré ce soir. Hein, c'est enregistré. Donc, je peux pas le dire. Il y a aussi Anglade sur Europe 1. Il y a L'heure du crime sur RTL. C'est autant de sources d'inspiration, bien évidemment. Mais je crois qu'on a quand même réussi à faire en écoutant les autres podcasts True Crime, je trouve qu'on a quand même réussi à avoir une patte, à avoir un soupçon d'originalité par rapport aux autres podcasts. Vous êtes d'accord avec ça? Merci. En tout cas, je vous félicite comme vous avez su l'adapter à la Suisse. Je trouve. Ouais. Vous avez vraiment bien compris aussi la mentalité et tout ça. Quoi. Ouais. Je trouve que ça tombe vraiment, puis votre voile va tip-top. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une autre question. Oui, madame. Bonsoir, je m'appelle Nathalie. Bonsoir. J'aurais une question par rapport, c'est un peu redondant avec la question de madame, mais quand même dans un autre sens. Est-ce que vous avez des restrictions morales, je dirais, quant au choix de vos crimes qui ne sont pas élucidés, s'il y a des victimes qui vivent toujours ou... Bon, alors il y a plusieurs critères très clairs dans le choix des affaires. Bon, déjà, il faut que ça soit un crime, il faut que ça soit passé en Suisse. Bon, ça c'est clair. Après, on ne prend que des histoires où il y a un début, un milieu, une fin. Comme je l'ai dit tout à l'heure à madame, effectivement, ça entre en écho. On ne refait pas les enquêtes et on n'essaye pas d'influencer des jugements. Donc, s'il y a des recours pendants, on ne fait pas. Si le procès n'a pas encore eu lieu, on ne fait pas. Mais à part ça, moi, je suis partisan d'un journalisme qui peut tout dire. On peut tout dire, c'est notre devoir de journaliste de tout dire. Seulement, on ne peut pas tout dire tout le temps, sous n'importe quel format, de n'importe quelle manière. Et c'est là où il y a des crimes que pour l'instant j'ai pas envie de traiter parce qu'ils sont trop récents, parce qu'il y a encore trop de sensibilité dans l'air. Mais bon, à part ça, moi j'ai pas beaucoup de limites sur le choix. Après, c'est qu'est-ce qu'on dit de ce crime? Comment est-ce qu'on le dit, comment est-ce qu'on l'éclaire, comment est-ce qu'on contextualise historiquement, médicalement, juridiquement le crime. Je m'interdis rien, après je réfléchis à tout. Vous évoquiez, madame, la possibilité d'une famille de la victime qui est encore en vie. Et peut-être, dans ce cas-là, on peut raconter comment ça s'est passé pour Ponte Capriasca. Je ne sais pas si vous avez écouté cet épisode qui est sorti en janvier. Ponte Capriasca, Vengeance mortelle à Ponte Capriasca, ça se passe dans les années 90. C'est un
criminel qui subit un contrôle qu'il n'apprécie pas du tout à la douane au Tessin, et puis il veut se venger du douanier qui l'a contrôlé et qui lui a cassé le nez. Et il se pointe un soir, il sonne dans l'appartement du douanier, le douanier n'est pas là, il n'y a que sa femme enceinte, et il la tue avec un complice. Et évidemment, ça a été un drame incroyable au Tessin, mais la famille de la victime, plutôt que de dire non, on ne veut pas parler de ça, on ne veut pas parler de Flavia, Flavia qui est donc la victime, elle a dit, nous ce qu'on veut, c'est honorer sa mémoire. Et donc, ce qu'a fait la famille de Flavia, c'est de créer une association humanitaire qui développe des programmes d'aide à l'enfance à travers le monde. C'est comme ça, si vous voulez, que la famille est sortie de cette douleur. Et puis là, je ne sais plus quelle était la question, mais effectivement, là, parler de ce crime, voilà, parler de cette victime, parler de Flavia, c'est lui rendre hommage. Et puis, hier soir, on avait une table ronde ici même. Et puis quelqu'un a dit, mais pourquoi vous ne parlez pas plus des victimes? Bon, alors déjà, on a souvent beaucoup plus d'infos sur les criminels que sur les victimes, parce que l'enquête se fait sur les criminels. Et puis, en l'occurrence, là, on en a parlé et on leur rend hommage. Et puis c'est vrai que la journaliste qui témoignait à la fin de l'épisode disait combien ça a été important pour la famille, pour elle-même, de mettre en avant, pour une fois, la victime dans un documentaire qui est d'ailleurs toujours disponible sur Play Suisse. Et d'ailleurs, on a contacté la famille pour les prévenir avant de diffuser l'épisode. Ouais. Une autre question, monsieur. Oui, Léon, mon prénom. Bonsoir. Bonsoir. Je reprends la question de la personne qui est intervenue juste précédemment pour vous féliciter. Merci, monsieur. Et pour vous dire combien ça nous semble, par souci de transparence, je vous dis que je fais partie du comité roman de la SSR, l'association qui fait le lien entre l'entreprise média et le grand public, que ce soit dans le monde politique, le monde économique, sportif, culturel, etc. Tout le monde peut en faire partie, si jamais. C'est bien notre souci que vous soyez présents. Et j'aimerais vous féliciter pour la qualité de votre travail, le sérieux, quand vous dites que vous avez un document de 90 pages et toutes les préparations. C'était assez extraordinaire. J'avais l'impression de me retrouver adolescent quand j'écoutais le soir les séries du comte de Monte Cristo. On entendait le prisonnier, la mer autour de Marseille, Château d'If. Et on a travaillé aussi avec Yann Pugin, comédien bien connu ici sur Fribourg, qui a prêté sa voix pour justement faire une radio qui raconte l'histoire. Et vous dire combien c'est important, le sérieux du travail, d'aller à fond, c'est quelque chose, avec un invité qui, au-delà des décodeurs, a pu présenter bien des aspects d'un crime qui a touché vraiment la société fribourgeoise, et vous dire combien c'est important que vous soyez là, parce que qui ferait le travail que vous faites maintenant, c'est-à-dire parler de nous, ça a été dit par un intervenant tout à l'heure, parler de la Suisse, parler de ce qui touche les gens. Si vous ne le faisiez pas, qui le ferait? Et je le dis précisément au moment où dans les mois à venir, on va parler de cette initiative 200 francs, ça suffit. Eh bien non, 200 francs, ça suffit certainement pas pour faire le travail de qualité que vous faites. Bravo. Merci. Merci, monsieur. On prend, tous les compliments, on prend. Une autre question. Je regarde vite la montre pour voir si on déborde pas trop. Bonsoir, je m'appelle Fabien. Bonsoir. Je travaille moi-même dans l'instruction de dossiers pénaux. Et du coup, je voulais déjà vous féliciter pour le travail parce que je trouve que c'est vraiment bien raconté pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Merci. Et ma question est un peu en deux temps. La première, elle vient aussi au sujet. Comment vous choisissez en soi quelle affaire vous intéresse vraiment? Et quelle affaire vous dites ça va pas intéresser le public, ou plutôt ça m'intéresse pas de parler de cette affaire? Et ma deuxième question, si je peux, c'est plutôt est-ce qu'il y a des affaires où vous dites vraiment là la justice, selon vous, elle a fait vraiment une erreur, soit que l'instruction ne tient pas la route, ou alors la décision qui a été prise par la justice finalement ne tient pas du tout la route. Une affaire qui moi me vient comme exemple, c'est l'affaire Flukiger, où dans le Jura. Voilà, exactement, où la justice militaire décide que c'est un suicide et classe l'affaire, alors que, qu'on soit bien d'accord,
pour moi, c'est presque impossible que ce soit un suicide. C'est clair que j'ai pas vu tout le dossier, mais quand on voit tout ce qui s'est fait dans le domaine, on se pose vraiment des questions, quoi. Ouais, l'aspirant Flukiger, c'est l'épisode. On l'a fait, on en parle dans un épisode de Crime Suisse, donc un aspirant de l'armée suisse, bernois, qui est retrouvé en France, pas si loin que ça, de la caserne de Bure, son corps explosé à la grenade. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, comment on choisit? Alors, comment on choisit? Bon, déjà, crime suisse, tout ça, crime en Suisse, début, milieu, fin, pas d'affaires en cours, évidemment. Après, pour moi, il faut qu'il y ait, autre critère, il faut qu'il y ait suffisamment à raconter. Parce que si une fois je vous fais un épisode de 10 minutes, je ne sais pas si vous allez m'envoyer des courriers, vous ne serez peut-être pas content. Okay, et puis, je ne m'entends plus, c'est pas grave. Je m'enlève le casque en fait. Et puis, il faut qu'il y ait aussi une couche supplémentaire à raconter. Il faut qu'il y ait un éclairage à apporter. Moi, je ne veux pas faire un podcast où j'alignerais les faits divers comme des noix sur un bâton. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter mon pays, c'est de raconter votre pays sous différents aspects. Donc, il faut que le crime soit une histoire qui permette d'aller plus loin dans ce qui nous intéresse à la base. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Voilà. Et puis, la première partie de la question, il faut me la rappeler. Non, c'était la deuxième partie par rapport à si justement une affaire. Si on considère. Non, alors clairement, moi je suis journaliste, c'est pas mon rôle, à part si je devais faire des commentaires, de dire la justice s'est plantée, Flukiger c'était pas un suicide, Michel était innocent, la peine était trop élevée ou pas assez, c'est pas mon rôle de journaliste, non. Ça c'est mon rôle en fait, c'est de semer le trouble dans votre esprit et de vous faire vous poser des questions et de vous donner suffisamment d'infos pour que vous puissiez vous forger votre propre opinion. Et c'est ça mon rôle, quoi. C'est pas de commenter. Et puis comment est-ce que je pourrais dire oui, Flukiger, c'était pas un suicide. J'ai pas accès à tout le dossier, j'ai pas fait l'enquête. Je suis pas policier, je suis pas juge, je suis pas expert forensique. Je suis journaliste. Mais évidemment que quand on travaille sur un épisode, par exemple, quand on relit ensemble le texte de l'épisode avec Antoine, on ne peut pas s'empêcher parfois de se lancer dans des discussions et puis ça ne veut pas dire que j'ai pas d'avis. Hein. Ah voilà, ça. De se demander en off dans notre bureau, mais tu crois qu'il est coupable, tu crois qu'il l'est pas, tu crois qu'elle a fait ça ou pas. Voilà, donc des fois on passe plus de temps à débattre de la question que de travailler sur le texte. Non, c'est pas vrai, on le fait pas. Mais on a forcément des discussions là-dessus parce que c'est impossible de pas s'en poser. Je suis un humain, mais après, forcément, j'ai mes opinions. Mais après, mon métier m'interdit de les donner dans ces circonstances. Encore une question? Oui, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Jeanne. J'ai 2 courtes questions. La première, je suis plus sûre, mais j'ai l'impression que dans un épisode de l'année passée, vous nous aviez promis un épisode sur le sadique de Romont, qu'on attend depuis avec impatience. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Ça, c'est la première question. J'avais dit ça dans un épisode? Oui. Non, je n'avais pas dit ça dans un épisode, j'avais dit ça dans une interview. Ah oui, c'est possible. À la Liberté. Eh ben, on vous a pris au sérieux. Vous m'avez pris au sérieux. Alors, pour répondre très vite, évidemment que l'histoire du sadique de Romont fera l'objet un jour d'un crime suisse. Pour tout vous dire, on a pensé le faire ce soir. Et puis, on a trouvé l'histoire d'une telle violence qu'on a décidé de pas le faire ce soir. Mais un jour, oui, il y aura un épisode sur le sadique de Romont. Ouais. Je vois des regrets dans la salle. Mais il y a une chose avec le podcast, c'est qu'on peut choisir. Donc quand on écoute un podcast, on est toujours libre d'arrêter si on est trop sensible à certaines thématiques et puis de passer à un autre épisode ou d'arrêter d'écouter. Là, vous êtes un peu plus captif ce soir. Donc on s'est dit qu'on ne pouvait pas non plus imposer un épisode avec des thématiques très lourdes qui pourraient heurter les sensibilités de certaines personnes. Voilà pourquoi. Et puis moi, je peux vous confier quelque chose ce soir. C'est une histoire, moi, qui me fait peur. Et qui m'horrifie. Et j'ai très peur, et peut-être que je repousse un peu. Ouais. Le moment où je devrais me plonger dans cette histoire. Et vous inquiétez pas que j'exercerai mon rôle de productrice. Je vous le promets. Merci bien.
Deuxième petite question. Oui. Est-ce que ça marche bien ce podcast? Est-ce qu'on peut espérer que ça continue longtemps? Je pense à un autre podcast de la RTS, Nuit Blanche, qui était aussi incroyable et qui n'avait pas été continué. C'est drôle, on nous en a parlé aussi hier soir, Nuit Blanche, dans le cadre de la table ronde qu'on a faite et qui, malgré son arrêt, continue à être beaucoup écoutée. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a toujours en tête. Pour vous dire, Crime Suisse est le deuxième podcast le plus écouté de la RTS. Le premier, c'est les histoires de 1000 idées, qui sont des histoires pour enfants. Donc vous voyez bien qu'on est sur deux thématiques très différentes. L'avantage qu'on a, nous, en tant que producteuristes de contenu de podcast, c'est que les enfants aiment beaucoup écouter plein de fois la même histoire. Donc, c'est aussi un podcast qui fonctionne très, très bien et puis qui justement, est écouté plusieurs fois, peut-être contrairement aussi à des épisodes de Crime Suisse. Mais donc, oui, c'est un podcast qui fonctionne très bien, qui a vraiment trouvé son public, qui a beaucoup de succès. Antoine l'expliquait tout à l'heure, c'était aussi une demande de la RTS de lancer ce podcast et c'est pas par hasard. Hein. On sait qu'il y avait une demande vraiment du public, une demande qui venait de votre part qu'on en fasse du true crime et Antoine a vraiment su trouver la forme qui a plu pour arriver jusqu'à vous, jusqu'à vos oreilles. Et puis à savoir, est-ce que ça va continuer? Ben oui, ça va continuer en tout cas jusqu'à la fin de l'année. Moi, j'ai déjà identifié encore une vingtaine d'autres affaires pour l'année prochaine, pour 2026. Comme vous le savez, bon, là, on n'est pas là pour parler des problèmes de budget de la RTS, mais bon, voilà, est-ce que ça va continuer? Moi, je le souhaite. Je pense que oui, on verra. Après, en revanche, Crime Suisse un jour va s'arrêter. Après, parce que comme j'ai dit tout à l'heure à votre voisin, moi je veux pas enchaîner les faits divers comme des noix sur un bâton, quoi. Donc à un moment donné, il y aura plus d'histoires qui correspondent aux critères qu'on s'est fixés. Donc oui, ça va s'arrêter. Mais après, il y aura des dizaines d'autres histoires à raconter. Il y a toujours des histoires à raconter. Comptez sur nous. On va prendre une toute dernière question si vous êtes d'accord. Bonsoir Thomas, petite question, je pense qu'elle sera parfaite pour terminer. Est-ce qu'on vous verra un jour à la télé? Est-ce qu'on me verra un jour à la télé pour raconter Crime Suisse? Alors ça, je ne sais pas. On t'a vu dans le 1930 pour parler mais bon, c'était pour, de Crime Suisse. C'était pour parler de Crime Suisse, donc c'était pas du tout pour raconter des histoires de Crime Suisse. Je sais pas, franchement, c'est pas à l'ordre du jour. Ceci dit, moi, il y a un truc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même un truc dans le son, dans l'immersion, dans les images qu'on peut se faire dans la tête en écoutant, qui est difficilement transmissible à la télé. En tout cas, assis à un bureau avec un imper-beige et puis une lampe comme ça et puis bon ça je sais pas, on pourrait peut-être imaginer, je sais pas, renouveler le genre, faire un truc un peu plus moderne, mais en télé, de toute façon les épisodes de Crime Suisse, vous le savez, ça fait entre 50 minutes et 1 heure. En télé, des 50 minutes, 1 heure, c'est des moyens gigantesques, quoi. Donc voilà, mais peut-être une autre forme. Puis après, moi, je trouve que Crime Suisse, quand on aura fait le tour de ces crimes, ça va quand même faire un corpus assez intéressant. Puis après, qu'est-ce qu'on amènerait de plus à raconter une nouvelle fois ces images, enfin ces crimes à la télé? Je sais pas, mais c'est plein de questions, c'est intéressant. Qui voterait pour avoir Crime Suisse à la télé un jour? Le message est clair. Voilà, c'est bon. Merci. Hein. C'est déjà la fin de cet enregistrement en public de Crime Suisse au 39e Festival international du film de Fribourg. On tient à remercier toute l'équipe du FIF Forum, en particulier Valentina Rizzo pour l'incroyable organisation et toute l'équipe technique, Pavel, Clément, Michael, Nicolas, Justin et Gaël. Un grand merci à notre collègue Kevin Pereira-Negri qui vous a tendu le micro et qui est en charge des événements podcast pour la RTS. Je vous rappelle que cet épisode de Crime Suisse sera disponible dès le 4 avril sur l'application Play RTS. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, je vous encourage à scanner le QR code qui est derrière nous et qui s'affiche à l'écran. Un énorme merci à vous, chères auditrices et auditeurs, d'avoir été avec nous ce soir. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. Très belle soirée à vous.